ou je vous présente Oui, on se présente, non? Ok. Puis ça sera plus dynamique. Oui, oui, ils entendent. Ouais, je montre à mon technicien. Ok, on est parti. Ça marche. Alors. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bon? Parfait. On s'entend pas trop. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous voir si nombreux sur ce stand en ce début de soirée. On se retrouve pour une conférence sur les CSR et en compagnie des acteurs principaux de cette filière. On va dans un premier temps se présenter autour de cette table et puis revenir sur les enjeux essentiels qui animent la vie de cette filière ces dernières années et pour les années à venir également. Donc pour ma part, je suis Léonard Neuville, chargé de mission sur la filière CSR au sein de FEDEREC, Fédération des entreprises du recyclage, qui nous accueille sur ce stand. Et je suis en compagnie de Jean-Pierre Lutringer. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous, Jean-Pierre Lutringer, je suis le président du syndicat Valordec, de la filière Valordec de FEDEREC, qui a en charge en particulier la gestion des biodéchets et celle des CSR. Donc, Lise Lambert, moi je travaille pour Bois Énergie France, filiale de Dalkia qui est en charge des approvisionnements des chaufferies bois que Dalkia peut exploiter. Et comme le nom ne l'indique pas, je suis aussi en charge donc, des projets de chaufferie bois B et CSR que l'on développe sur le territoire national. Bonsoir, donc Vincent Péjot du SFIC, syndicat français de l'industrie cimentière, donc qui représente pour le sujet ce soir les 4 principaux cimentiers français, donc Echium, Lafarge-Holcim, Vicat et Ciment Calcia. Et donc je suis en charge au niveau du SFIC donc de la partie process et environnement, et entre autres donc les déchets et donc les CSR. Bonsoir à vous trois et merci d'être présents à nos côtés ce soir. On va commencer par un petit retour en arrière et une présentation assez rapide de ce que sont les CSR pour les non-initiés. Les CSR, donc pour combustibles solides de récupération, ce sont des combustibles qui sont produits par les opérateurs de gestion des déchets ou certains opérateurs de gestion des déchets dans le but de produire des combustibles alternatifs. Peut-être Jean-Pierre, en tant que représentant du syndicat, vous pouvez présenter assez rapidement ce que sont les CSR et la genèse qui a conduit à leur création. Oui, alors effectivement, les CSR, les combustibles solides de récupération, sont fabriqués à partir de déchets en mélange et auxquels on a extrait préalablement toute la fraction valorisable, carton, plastique, bois. Et à l'issue de ces étapes de préparation, plutôt que d'éliminer la fraction résiduelle, il nous a semblé important de continuer à préparer une partie de ces déchets, de conserver le potentiel énergétique qui restait contenu dans ce mélange de déchets et d'en faire un produit particulier, donc ce fameux combustible solide de récupération qui est composé de petits bouts de carton, de petits bouts de plastique, de petits bouts de textile, de petits bouts de bois qu'on n'a pas pu valoriser d'un point de vue matière puisque la taille ne le permettait pas, mais pour lesquels le contenu énergétique était important et plutôt que de l'éliminer, de l'utiliser à des fins de valorisation énergétique. Lorsque la loi de transition économique et croissance verte a été parue, cette loi a fixé un objectif de réduction de l'enfouissement de 50% à l'horizon 2025. L'échelle de référence, l'année de référence était celle de 2010. Et la traduction concrète de cet objectif de réduction de 50%, c'est la libération d'un certain nombre de tonnes qui étaient préalablement ou qui sont encore actuellement orientées vers les installations de stockage. Et on a estimé
qu'il y aurait au moins 2,5 millions de tonnes de déchets qui pourraient suivre la fameuse filière des combustibles solides de récupération. Donc le potentiel, le gisement sur lequel on s'intéresse aujourd'hui, il s'élève à au moins 2,5 millions de tonnes. On dit au moins 2,5 millions de tonnes parce que c'est une hypothèse conservatrice sur laquelle les acteurs de la profession s'étaient accordés, mais il n'est pas impossible de penser que en fait, le gisement est supérieur. Et je crois savoir qu'il y aura prochainement une étude qui sera lancée par l'ADEME pour réévaluer ce niveau, ce gisement réel en fonction de différentes hypothèses. Les combustibles solides de récupération sont assez intéressants. Ils ont des caractéristiques, donc évidemment, contenu énergétique. Ils sont, par définition et par fixation de décret, ils ont un pouvoir calorifique inférieur qui est au moins de 12 000 kJ par kilogramme. Et ensuite, ils ont un certain nombre de caractéristiques physiques et chimiques qui leur permettent de différencier d'un déchet. Donc, on est bien sur une définition légale, réglementaire de ce produit de combustible solide de récupération. Et surtout, ces combustibles solides de récupération ont une particularité, c'est qu'ils ont un contenu biogénique, donc un taux de carbone renouvelable qui est un peu intéressant. Pour fixer les choses de façon très très claire, le facteur d'émission du gaz est de 200 kg de CO2 200 kg de CO2 par mégawatt, et le facteur d'émission du CSR, qui contient au moins 40% de fraction biogénique, est déjà meilleur que celui du gaz. Et lorsqu'on monte à une fraction biogénique de 60% dans le CSR, à ce moment-là, on divise par 2 le facteur d'émission par rapport à celui du gaz. Donc vous voyez, avec ces quelques chiffres, qu'il y a un véritable intérêt, de point de vue de la décarbonation, à utiliser des combustibles solides de récupération. Si on reconsidère la filière dans son ensemble, on a une capacité de production qui est bien supérieure à la production réelle. Est-ce que c'est dû à une raison particulière ? Alors effectivement, on peut alimenter quelques chiffres. En 2020, ce sont 359 000 tonnes de CSR qui ont été consommées, qui ont été produits sur les différentes installations présentes sur le territoire français. La très grande partie a été consommée en industrie cimentière, et je laisserai M. Pégeot en parler tout à l'heure. Une petite partie a fait l'objet d'exportation, et environ 20 000 tonnes ont trouvé d'autres solutions de traitement in situ. Il faut confronter ces 359 000 tonnes de production qui ont été consommées à la capacité totale possible sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que si les installations tournaient à 100% de leur capacité, et cette capacité, donc on appelle la capacité nominale, cette capacité nominale s'élève à près d'1 million de tonnes, 980 000 tonnes pour être tout à fait précis. Donc on voit bien qu'il y a un grand écart entre le potentiel de production, 1 million de tonnes, et la quantité réellement produite de CSR qui s'élève qu'à 359 000 tonnes, donc à peu près donc 36% ou 37% de capacité de production réelle par rapport à la capacité nominale. Et s'il n'y a que 37% de CSR qui ont été produites par rapport à cette capacité nominale, c'est pas parce que les installations ne tournent pas, enfin si, c'est parce que les installations ne tournent pas, mais c'est parce qu'il y a des défauts, des problèmes de débouchés, et que c'est pour ça qu'on essaye de travailler la filière pour essayer de la structurer et favoriser la consommation de ces fameux CSR. Donc on est sur une industrie qui existe depuis maintenant de nombreuses années, qui a cherché d'abord à s'installer par la voie cimentière. Et Vincent va nous présenter assez précisément les enjeux qui ont été rencontrés par ces industries et ces cimenteries. Et puis les différents défis qui ont été relevés conjointement entre la filière préparation et puis la filière consommation. Merci Léonard. Donc, en effet, la cimenterie de tout temps, et en particulier ces dernières décennies, a cherché d'abord à se décarboner et à se passer de combustibles dits fossiles, donc typiquement coque de pétrole et puis charbon. Et pour ce faire, les combustibles alternatifs présentent un intérêt énergétique, ça a été dit, et certains d'entre eux un intérêt biogénique, ça a été également signalé. Pour vous donner quelques chiffres, l'an dernier, au niveau donc cimentier national, la consommation a été un petit 300 000 tonnes, 270 000 tonnes.
Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas prendre tous les CSR qui sont produits pour des raisons d'abord normatives, puisque nous fabriquons un produit qui est normé, le ciment. Dans le ciment, la constitution principale, c'est le clinker, qui est donc l'élément qui est fabriqué à partir de la mise en élévation de température du calcaire et de l'argile en carrière. Le tiers des émissions d'ailleurs de CO2 qui viennent de la partie combustion, hein, les 2 tiers restants, c'est la décarbonation. Ce tiers-là est apporté par les combustibles. Ces combustibles doivent donc répondre à des spécificités d'un cahier des charges très spécifiques techniques, principalement des éléments chlore, des éléments soufre, des éléments métaux, qui sont donc parfaitement contrôlés pour être introduits, parce que l'une des particularités du process cimentier, c'est que non seulement il utilise l'énergie des combustibles et des CSR, mais le résidu donc inorganique, les cendres, sont intégrées dans la matrice du clinker pour constituer derrière le ciment. Donc en fait, il n'y a pas de déchets. Et donc tout ce qu'on peut appeler les mâches-fer ou les cendres sont directement intégrés dans notre processus, d'où l'importance de leurs caractéristiques chimiques à l'entrée. Donc effectivement, ça explique aujourd'hui une consommation de 270 000 tonnes. Néanmoins, les ambitions sont là, et l'ambition, c'est à 2025 de monter à 1 million de tonnes. Donc nous avons entendu qu'il y aura de la disponibilité, tant mieux, peut-être même un peu plus que les 2,5 millions annoncés aujourd'hui. Le cahier des charges des cimentiers, il ne changera pas. Par contre, ce qui va changer, ce sont les installations, et ça sera le remplacement de plus en plus marqué des combustibles fossiles par ces combustibles alternatifs. On est du coup sur un cas d'école d'économie circulaire où on va substituer d'abord un approvisionnement énergétique et puis ensuite utiliser un coproduit de la combustion, les cendres, pour le réincorporer dans le circuit productif. Et c'est un élément assez essentiel aussi de la philosophie derrière cette filière CSR, qui est ajouter un échelon de valorisation, extraire le plus de valeur possible d'un gisement qui est constitué des fractions non recyclables d'un gisement de déchets qui a été trié, qui a été surtrié parfois, et qui donc appelle à l'exemplarité et la meilleure performance pour les filières. C'est une des perspectives qu'ouvre la filière CSR aujourd'hui, et ça va être probablement le moyen d'aller explorer le potentiel même de la filière combustible pour les différentes industries qui s'intéressent aujourd'hui à la décarbonation, à la substitution des énergies de sources fossiles. Et je pense que Lise pourra nous en dire un petit peu plus sur ce volet-ci. Oui, donc actuellement, il y a un réel enjeu pour le secteur industriel qui est de devoir réduire l'empreinte carbone de sa consommation énergétique. Donc différents leviers sont mis en œuvre, hein. D'abord, le premier, ce sont naturellement l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Puis ensuite, la substitution en allant chercher des sources d'énergie renouvelables ou de récupération permettant de décarboner. Donc, face aux enjeux que le secteur industriel a à appréhender, je pense qu'on va avoir besoin de la totalité des ressources, que ça soit la biomasse forestière telle qu'on la mobilise aujourd'hui, mais également les bois déchets que l'on cherche à mobiliser et les combustibles solides de récupération qui représentent un réel enjeu pour le secteur industriel. Après, pour décider ces opérateurs de basculer sur des solutions décarbonantes de ce type-là, on est sur des investissements qui sont très lourds, qui mobilisent beaucoup de CAPEX. Donc, naturellement, lorsqu'on réalise ce type d'investissement, on a besoin d'avoir de la visibilité dans le temps sur le marché, sur les caractéristiques techniques de ces combustibles. Et ça va impliquer que les uns et les autres, on se professionnalise autour de ces points. Exactement. On est sur des recherches de décarbonation, des recherches de solutions pour relever les défis qui sont à la fois climatiques, à la fois réglementaires. Et on a une filière qui est un peu à la croisée de toutes ces problématiques industrielles pour les consommateurs de chaleur, les consommateurs d'électricité, les industriels aussi qui doivent se projeter à long terme, puisque la question énergétique et la stratégie des approvisionnements se fait à long terme. On est aussi sur une filière qui est vraiment au cœur des enjeux, et les récentes évolutions sur le marché de l'énergie sont un des indicateurs aussi
on est en besoin au niveau de l'industrie, que ce soit la production d'énergie pour les consommateurs et puis pour les territoires, pour les industriels qui ont besoin de s'assurer des approvisionnements. On est en besoin d'avoir des solutions clés en main qui sont mobilisables rapidement mais qui sont aussi sécurisées dans le temps et qui se détachent un petit peu des fluctuations, des éventuelles fermetures, comme on a pu voir avec la récente crise du Covid et puis la fermeture des frontières. On a aussi des complexifications assez rapides et imprévisibles des schémas du commerce international. Et cette particularité des CSR, c'est d'être quand même une ressource qui est locale et qui est produite à façon quasiment par les gestionnaires de déchets qui disposent de toute l'expertise d'un côté, de la connaissance du gisement entrant sur leur site, et puis de l'autre côté, de la collaboration avec les industries consommatrices par les cahiers des charges techniques très précis. Mais l'exigence va amener de l'autre côté la performance, et c'est aujourd'hui voilà, le chemin qui a été parcouru, et puis le chemin qu'on va probablement et très certainement même parcourir dans les années à venir. Et on est sur une projection voilà, qui reste assez optimiste pour la filière, dans le sens où, comme ça a été évoqué, on a des capacités de production installées qui dépassent la production réelle. On a déjà une marge de manœuvre, une marge de réactivité qui est quasiment activable à la demande, et qui permettra, selon les exigences de nos partenaires consommateurs, de pouvoir lisser cette montée en puissance pour eux de l'approvisionnement CSR, et puis pour nous, pour nos entreprises au niveau de la gestion des déchets, de prévoir les installations, de prévoir les investissements, et surtout, et c'est peut-être l'un des points aujourd'hui qui va être le plus déterminant, c'est la mise en adéquation de nos moyens et de nos projections et d'investissement avec la politique dans la gestion des déchets, qui là va relever plutôt des pouvoirs publics, qui sont la quatrième partie prenante qu'on doit réunir autour de la table pour pouvoir avoir une projection sereine, et puis une politique vraiment de pilotage industriel de cette filière CSR pour l'ensemble des parties prenantes que nous représentons ce soir. On peut peut-être refaire une petit tour des autres contraintes qui s'élevaient et auxquelles on a commencé à répondre déjà dans cette année déterminante. Il y a eu beaucoup d'évolutions réglementaires aussi qui nous accompagnent. Je vous laisse prendre la parole. Oui, juste, effectivement, Léonard parlait de l'engagement des pouvoirs publics. Il est quand même à saluer, puisque les pouvoirs publics ont permis d'avoir un cadre réglementaire qui est dédié à la filière CSR, avec la nomenclature l'ICPE 2971, pardon, je vais y arriver, 2971. Et également le fait d'allouer un budget conséquent qui a été réaffirmé dans le cadre du plan de relance et dans le cadre des annonces du président Macron lundi dernier, avec des aides à l'investissement qui sont importantes et qui sont directement fléchées vers la filière CSR. Ce sont 80 millions d'euros dont on parle, dédiés au fonds déchets de l'ADEME. Le président Macron a également parlé d'indépendance énergétique lors de son allocution de lundi dernier. Alors évidemment, il n'y avait pas que la partie CSR dont il était fait état, mais ça en fait partie. Et je crois que quand sur le marché du gaz, on subit des fluctuations aussi importantes que celles que l'on subit actuellement, c'est un sujet qu'il faut nécessairement prendre en compte. Et cette filière CSR, même si elle a besoin encore d'avancer, elle peut apporter une réponse à ces problématiques de volatilité des prix, du cours du marché des énergies fossiles. Alors quelques chiffres. En 2020, on avait un prix de la molécule de gaz qui était à 15 € du mégawattheure. Aujourd'hui, sur le prix du marché de gros, on est à 53 € du mégawattheure. Donc vous voyez qu'on est sur des facteurs de plus de 1 à 3 et qui sont conséquents. Et ça, c'est lié à la géopolitique, avec la fermeture ou l'ouverture du Gulf Stream 2, le fameux oléoduc russe qui doit alimenter la plaque européenne. Enfin, donc, on est sur des choses qui sont bien macro, d'économie macro.
Et donc, par rapport à ces enjeux, pour revenir sur des sujets qui sont beaucoup plus pragmatiques, on a une possibilité, une véritable opportunité avec le CSR de produire localement une énergie avec un coût constant ou quasiment constant dans le temps. Et c'est ça, c'est cet avantage-là que l'on cherche à apporter et sur lequel on va construire le modèle auprès des industriels consommateurs de chaleur. Alors, Madame Lambert reviendra probablement dessus. Il y a besoin de cette visibilité dont elle a parlé. Parce que, vous l'avez vu, on est à 53, je vous l'ai dit, on est à 53 € du mégawattheure sur le marché de gros actuellement. Mais on a pu descendre beaucoup plus bas. Et lorsque l'on atteint un certain seuil, qui est situé entre 17 et 20 € du mégawattheure en fonction de la taille des installations et de leur puissance, eh bien, on peut avoir une énergie produite à partir du CSR qui ne deviendrait plus rentable par rapport à celle du gaz. Et c'est précisément la raison pour laquelle on essaie de construire avec les pouvoirs publics un mécanisme de compensation de type assurantiel pour essayer justement d'apporter cette visibilité auprès des pouvoirs publics. Lise, si tu veux... Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, une chaufferie CSR, c'est quand même un investissement lourd que l'on fait pour de la durée. Donc c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir une visibilité dans le temps sur les engagements d'une part des producteurs de CSR à assurer les quantités et les qualités dans la durée de vie de l'installation, ce qui est un point fondamental. Et puis d'arriver à apporter une ressource en énergie qui soit compétitive pour l'industriel qui fait ce choix-là, parce que c'est souvent la pérennité de son outil industriel qui est aussi en jeu, et sa compétitivité dans le temps face à la concurrence à laquelle il peut être exposé, quoi. Peut-être si je peux me permettre de rajouter, donc effectivement la chaudière, peut-être anticiper une question, la chaudière et la cimenterie sont complémentaires. Complémentaires dans le sens où les CSR cimentiers, vous l'avez compris, répondent à un cahier technique précis par rapport au produit final, peut-être un peu moins exigeant en tout cas à l'entrée sur certains paramètres à la chaudière. Et j'aimerais revenir aussi sur quelques-uns des chiffres qui ont été présentés et annoncés. Vous le savez, l'industrie cimentière a émis donc sa feuille de décarbonation avec sa vision sur 2030 et 2050 pour participer et atteindre cette fameuse neutralité climatique dont on parle au niveau européen, en France, et au niveau des secteurs fortement émetteurs dont nous faisons partie. Nous comptons réellement sur le CSR. Aujourd'hui, le CSR, sur le million de tonnes que nous valorisons chaque année, ce n'est que 300 000 tonnes, un petit 300 000 tonnes, 30%. Demain, ce sera plus de la moitié de notre teneur portefeuille, on va dire, combustible alternatif, pour participer à cette décarbonation. En 2025, 1 million de tonnes de CSR consommées, ça va correspondre à une réduction de notre, aujourd'hui, niveau d'émissions de 10%. 10% sur les 24 que nous ambitionnons de réduire en 2025 et sur les 80 que nous ambitionnons de réduire en 2050. Donc réellement, le CSR a toute son importance dans notre vision et nous devons travailler, et nous travaillons déjà en partenariat donc avec les producteurs de CSR. On a une problématique de déploiement de cette filière CSR dans le sens où comment l'inscrire dans le panel des outils de décarbonation pour les industries, pour les territoires. On a quelques autres problématiques qui sont liées aussi à la nature des déchets, à l'évolution de la nature des déchets. Et on a ce besoin d'accompagner pour rassurer au niveau de la formation, au niveau de l'information, que ce soit donc au niveau des gestionnaires de déchets, pour les pouvoirs publics aussi. Il y a cette étude de l'ADEME qui va remettre les compteurs un petit peu à jour au niveau de la compréhension de ce qu'est la filière CSR, de ce que sont les intrants, de ce que sont les composants de cette recette. Et en somme, c'est surtout apporter de la visibilité, apporter de la sécurité, parce que c'est ce qui est aujourd'hui le nerf de la guerre quand on va dans la mobilisation de l'ensemble d'une industrie et la modification des pratiques aussi de consommation énergétique. Donc on est sur une filière qui évolue très rapidement, qui est très dynamique. La force aussi de cette filière au niveau préparation, c'est le fait d'être dynamique par rapport au cahier des charges qui est imposé. On peut jouer sur les composants et les intrants, on peut
maximiser les pouvoirs calorifiques, on peut réduire certains composants qui seraient indésirables pour certaines typologies de chaudières ou pour certains fours, donc comme c'est le cas en cimenterie où notamment les taux de chlore vont être très très préjudiciables et donc on les a complètement extraits par le cahier des charges. Donc ce sont des éléments qui sont reproductibles, qu'on sait faire, et on attend donc cette réponse aussi collective de reconnaître en les CSR un outil de décarbonation, un outil de transition énergétique au service de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Léonard. Je pense que ce qui est aussi important dans la réflexion collective que l'on peut avoir et dans les décisions que l'on prend, en ce moment, la décarbonation est excessivement mise en avant et l'enjeu climatique est très important. Mais je pense que quand on prend des décisions, il faut aussi regarder l'ensemble des prismes environnementaux et avoir aussi en tête les enjeux d'économie circulaire, parce que le CSR, c'est quand même une réponse à la réduction des capacités d'enfouissement des refus de tri, et que si on n'opte pas pour cette alternative-là, on va se retrouver avec des déchets sur les bras, des refus de tri que l'on ne saura pas valoriser, que l'on ne saura pas traiter. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté, et il faut vraiment arriver à appréhender cette filière dans sa globalité et dans la dynamique qu'elle peut apporter aussi à l'échelle des territoires, au plus localement, au niveau des projets, quoi. Merci Lise pour ce complément. On accueille avec plaisir beaucoup de nouveaux participants à cette conférence, et ça va être peut-être le moment d'ouvrir un moment d'échange avec vous et la période de questions-réponses. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer pour ouvrir cette séance et poser la première question? Oui, la première est toujours un peu délicate, mais on peut peut-être entamer par une question un petit peu généraliste et comprendre d'où est venue cette envie, ce besoin aussi de produire des combustibles à partir des déchets. La genèse remonte à combien de temps? Jean-Pierre, peut-être vous pouvez nous éclairer? C'est dès les débuts des années 2000 qu'il y a eu les premiers projets, ces premières orientations qui ont été faites. Et on voyait bien effectivement qu'il y avait une alternative possible à l'élimination avec un enjeu vertueux, environnemental. Donc évidemment, on a travaillé d'abord et avant tout les producteurs de CSR, ceux qui fabriquent le CSR, ont travaillé en premier lieu avec l'industrie cimentière pour effectivement remplacer, substituer, merci, le mot m'échappait, substituer des énergies fossiles à ces fameux combustibles solides de récupération, que ce soit en précalcination ou que ce soit directement en injection dans les fours par des tuyères. Merci Jean-Pierre. Donc peut-être une précision pour ceux qui ne sont peut-être pas trop habitués à la cimenterie. Effectivement, Jean-Pierre vient de parler de substitution, c'est le juste mot, ou au niveau du précalcinateur, au niveau de l'entrée du four, en fait, un four voie sèche, et alors il existe plusieurs techniques et je ne vais pas rentrer dedans, mais il faut savoir qu'on peut accepter deux typologies de CSR en termes de physionomie, de granulométrie, de taille. Selon qu'on le met au précalcinateur, on dit une tuyère secondaire où on prépare la matière avant de rentrer dans le tube rotatif du four qui va faire le clinker, ou alors au niveau de la tuyère principale qui va quelque part finir la matière avant d'obtenir ce clinker qui, broyé, va donner ce ciment. Et ça nous permet donc d'avoir une taille différente. On garde les mêmes caractéristiques chimiques, techniques, ça vous l'avez compris, le cahier des charges, mais la taille peut légèrement différer et donc ça peut permettre d'ouvrir un petit peu le champ de l'acceptabilité des CSR qui sont fabriqués. Il y a une question là-bas. Bonjour. Donc, juste c'est une question technique. On entend toujours CSR, RDF. Il y a certaines cimenteries qui demandent du CSS. Quelle est la différence? Oui, alors effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de petits mots. Donc les CSS, ça va plutôt être ce que l'on appelle des combustibles de substitution secondaire. Typiquement, ça va être des sciures imprégnées. Donc on se sert du copeau de sciure et on l'imprègne avec d'autres typologies de déchets pour renforcer son pouvoir calorifique. Le RDF, c'est plutôt le mot anglais, Refuse Derived Fuels. La terminologie française, c'est le CSR. Vous allez trouver énormément d'appellations différentes. Ce qui importe au final, c'est de retenir qu'il s'agit de déchets non dangereux, qui sont des refus de tri, qu'on ne peut pas valoriser en l'état aujourd'hui et qu'on utilise
sur d'autres process tels que les chaudières, tels que les cimenteries. Deuxième question, est-ce que vous avez une limite sur les taux de substitution? Alors, nous Limites avons des techniques. limites sur les taux de substitution, des limites techniques, des limites énergétiques, des limites de process. Et nous travaillons, nous investissons pour remplacer au fur et à mesure jusqu'à 100% de nos énergies fossiles. Alors, 100%, attention, parce que quand vous démarrez le four, il a besoin d'un apport énergétique, évidemment. Mais nous, depuis des années maintenant, nous cherchons à optimiser sans cesse ce pourcentage de substitution. Nous étions par le passé à 5%, 10%. L'an dernier, nous étions à 43%. Et on va monter tout doucement et on ambitionne de monter à 80% de substitution dans la décennie à venir. Autre question, si je me permets. Donc, il y a les sensibilités sur le flux ou sur la qualité. Il y a une importante sensibilité. Alors, la sensibilité, c'est même plus qu'une sensibilité, c'est une obligation de résultat. Comme je le précisais, on a un produit qui sort de notre cimenterie qui est normalisé, norme NF, norme EN européenne, donc le ciment. Pour ce faire, la partie principale du ciment, selon les ciments, mais la matière première, ça va être le clinker, et ce clinker provient directement, sa caractéristique chimique va provenir directement des combustibles que vous mettez pour monter en température, en fait, vos minéraux de la carrière. Donc, de la chimie que vous mettez par vos combustibles, par les CSR, vous définissez la chimie de votre clinker et donc de votre ciment, qui répond à un cahier des charges normatif. Donc, c'est plus qu'une sensibilité, c'est une obligation. Merci beaucoup. Merci pour ces questions et puis ces précisions. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Vous parliez de décarbonation tout à l'heure. Est-ce que vous avez une exigence par rapport à la teneur en carbone, justement, en CO2 fossile, sur les CSR? Alors, le fait que le CSR et d'autres combustibles présentent de la biomasse, c'est secondaire par rapport à la chimie que l'on mesure d'abord. Vous l'avez compris, on ne peut pas accepter n'importe quel déchet. Demain, si un déchet venait 100% biomasse mais qui ne répond pas au cahier des charges techniques, on ne pourrait pas le prendre. Donc ce n'est pas ce qui va nous piloter. Évidemment, alors vous le savez ou peut-être pas, la filière cimentière est soumise à l'ETS au niveau européen, bénéficie d'une partie de quotas gratuits par rapport à un benchmark, je ne rentre pas dans le détail. Et la biomasse nous intéresse, oui, tout à fait, puisque au niveau européen, dans les règles de calcul, on peut ne pas comptabiliser la biomasse comme émetteur de CO2. Mais ce n'est pas ce qui va nous driver en premier. C'est d'abord fournir un produit technique de qualité normatif. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'on a une autre question dans l'Assemblée? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelques points de votre côté? Je crois qu'on l'a vu, cette filière, elle est en construction. Et moi, ce qui me remplit d'espoir, c'est que les opérateurs qui sont dans l'étape de fabrication, de préparation de ces CSR, travaillent main dans la main avec les consommateurs, qu'ils soient cimentiers ou énergéticiens. Et c'est, à mon sens, le gage de succès qui permettra d'apporter une grande visibilité au-delà des autres contraintes, des contraintes notamment économiques qu'on a pu rappeler tout à l'heure. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation croissante et nombreuse. On a une question au fond? Oui, désolé d'interrompre tout le monde avant l'apéro. Vous parliez de perspectives, alors j'ai peut-être loupé le chiffre, mais on parlait des cimentiers, donc un besoin d'1 million de tonnes, mais il y a d'autres débouchés. En termes de production, est-ce que vous avez des estimations en termes de tonnage potentiel? Et est-ce qu'on a aussi une idée aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait 1 million de tonnes de production potentielle. Les projets en développement en termes de tonnage, est-ce qu'il y a quelques chiffres? Oui, alors, effectivement, c'est les chiffres que j'ai pu rappeler en introduction de cette conférence. Aujourd'hui, le potentiel de CSR, de gisement de CSR, il est estimé à 2,5 millions de tonnes et il sera vraisemblablement revu à la hausse prochainement. Et on va arrêter ce chiffre de 2,5 millions de tonnes. Ces 2,5 millions de tonnes, ils seront cet objectif sera réalisé par la consommation de l'industrie cimentaire à hauteur d'1 million de tonnes. Monsieur Peugeot l'a expliqué tout à l'heure.
Et le 1,5 million de tonnes résiduelles, lui, doit être comblé par des projets de chaufferie industrielle. Aujourd'hui, à travers les différents appels à projets lancés par l'ADEME, il y a dans les cartons des dossiers qui portent sur un volume total de plus de 1,5 million de tonnes. Le fait est, c'est qu'il faut que ces projets se concrétisent, se réalisent. Et si aujourd'hui ils ne se réalisent pas complètement, c'est parce qu'il y a un défaut de visibilité, notamment sur le plan économique. Et donc c'est ce sur quoi on travaille, parce qu'aujourd'hui c'est facile, hein, on est à 53 € encore une fois sur le marché de gros pour le prix de la molécule de gaz. Donc on a, si le cours de la molécule de gaz restait sur ce train-là, on serait toujours beaucoup plus compétitif que ne le seraient les chaudières gaz. Mais il peut y avoir de la volatilité, vous l'avez compris, et c'est cette volatilité qu'on essaye d'anticiper et de compenser. Je pense que ça conclut bien ces échanges et ça permet de vous remercier de nouveau. Merci à vous Jean-Pierre, Lise et puis Vincent pour votre participation. Et puis on vous souhaite une très bonne fin de salon.